Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le gouvernement guinéen adopte les textes qui régissent le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse du pays. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune se félicite de ce acquis, mais déjà des voix s'élèvent et remettent en cause la procédure de mise en place de la dite structure. Les jeunes de Matoto Bolanta sont en colère. Ils réclament le retour d'un nouveau transformateur pour leur quartier. Cela fait 2 semaines que le quartier manque de courant. Si rien n'est fait jusqu'au lundi, ces jeunes promettent de descendre dans les rues. Cela fait plus d'1 siècle que les rochers de Fontainebleau font le bonheur de plusieurs grimpeurs amateurs. Le site est aujourd'hui l'un des plus prisés au monde. Je vous le disais à l'instant, le gouvernement guinéen vient d'adopter les textes qui régissent le fonctionnement du Conseil national de la jeunesse guinéenne à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Le département se félicite et se dit avoir franchi un cap important dans le processus, mais des voix s'élèvent et dénoncent la procédure de mise en place de cette structure fêtière. C'est celle d'une autre organisation de jeunesse qui met en cause la crédibilité de ce conseil piloté par le ministère de la Jeunesse. C'est un reportage de Makiso et de Yacouba Traoré. Le Conseil national de la jeunesse guinéenne est un organisme qui regroupe l'ensemble des structures du pays évoluant dans la vie associative. Son objectif est de participer au développement socio-économique de la Guinée et est placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. C'est une structure qui doit contribuer énormément, je dis bien énormément, à la stabilité sociale. Donc c'est une structure qui doit œuvrer à la promotion de la paix, à la promotion et l'instauration et la promotion de l'esprit citoyen chez les jeunes. La garantie que le ministère annonce, ce sont les textes adoptés qui décrivent le mécanisme de fonctionnement de la structure après sa mise en place. La future structure fêtière, qu'on appelle Conseil national des jeunes, est un organe consultatif. Un organe consultatif pour les démembrements de l'État, pour les partenaires, pour aussi la société civile. Donc ce n'est pas une structure qui viendra travailler en contradiction avec toutes ces structures qui existent. C'est le contraire que certaines organisations de jeunes affirment. C'est le cas de notre Conseil national de jeunes qui existe déjà depuis le mois de mai dernier. Pour cette structure, la démarche du ministère de la Jeunesse s'inscrit dans une vision purement politique visant les différentes élections qui pointent à l'horizon. La manière dont on a dit non au colon blanc, il faudrait qu'on dise non à tous ceux qui baillonnent la jeunesse guinéenne et qui baillonnent le peuple guinéen. Moi, je dirais encore une fois de plus, Moustapha Naïté et son équipe qui travaillent pour la mise en place et l'implantation d'un parti politique en prélude des élections présidentielles de 2020, qui est plus qu'un Macron. À l'image de cette ONG, nombreux sont les jeunes guinéens qui se sentent exclus de toutes les instances décisionnelles entreprises par le département de la jeunesse, dirigé par Moustapha Naïté. Plus loin, ils accusent certains cadres du ministère d'être à l'origine du blocage de fonds avec les partenaires au développement. Une association des parents des disparus du 28 septembre porte plainte contre le général Sekouba Konaté. Elle l'accuse d'être mêlé au massacre du 28 septembre 2009. Pendant ce temps, il était vice-président du CNDD et ministre de la Défense. Pour elle, son inculpation permettra la manifestation de la vérité. Alceni Bari, Abdoulaye Kamara ont rencontré les parents des disparus. Suivez. Selon l'avocat des parents des disparus, Maître Hamidou Bari, la plainte contre Sekouba Konaté date du 26 septembre 2017. Pour eux, l'inculpation du général permettra la manifestation de la vérité. Il est le ministre de la Défense à l'époque, le ministre de la Défense. Et en tant que vice-président du CNDD, il sait réellement ce qui s'est passé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, les forces de sécurité ne peuvent pas partir au stade faire des exactions sans qu'il n'y ait l'autorisation, l'instruction du ministre de la Défense. Selon toujours les parents des disparus,
Le ministre de la Justice, Maître Cheikh Sako, a promis la fin de la phase d'instruction le 31 octobre 2017. En ce qui concerne la plainte, il signe et persiste qu'ils vont bien la maintenir, malgré les menaces dont un de leurs ferait l'objet depuis quelques jours. Ceux-là qui ont émergé par rapport à la plainte, c'est-à-dire les victimes, je suis la personne la plus connue. Je reçois ici des appels parfois et puis des messages qui sont sécurisés pour me menacer, mais nous ne relâchons pas. Dans leur démarche, ces victimes disent ne pas bénéficier du soutien des ONG de défense des droits de l'homme et de l'association des parents des victimes, AVIPA. Il y a une malentendu entre l'OGDAS et le collectif des avocats. Je pense bien qu'il s'agit d'une question d'intérêt personnel ou de pécuniaire. Et nous, les victimes, nous sommes au-delà de ça. Nous voulons cette justice. Ce n'est pas une question de pécuniaire ou d'argent qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est la justice et les sarniers. Et nous les réclamons jusqu'à notre dernier souffle. Nous avons tenté de rencontrer un avocat des victimes du 28 septembre qui est aussi président de l'ONG Même Droit pour tous. Nous avons voulu savoir s'il était informé de la plainte contre Sekouba Konaté. J'ai appris aussi à la presse, comme tout le monde, qu'il y a une catégorie de victimes qui est allée porter plainte contre le général Sekouba. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a une procédure qui est en cours et qui est pendante devant le tribunal de Dixine. Le ministère de la Sécurité s'active dans son processus de réforme du secteur. Il y a plusieurs mois que le département a engagé une série de formations pour ses agents. Cette fois, 18 agents des commissariats centraux et des directions régionales ont été initiés sur le management. Explication à Djibril Ba. Le renforcement des capacités des ressources humaines ne suffit pas pour les cadres du ministère de la Sécurité. C'est dans cette optique qu'ils ont mis les réflexions à profit pour s'imprégner réellement des mécanismes de management à l'aide des experts de l'Union européenne. Aboubakar Kassé est porte-parole du ministère de la Sécurité. Le thème était sur le management et le changement de conduite que nous devons avoir. Et au cours de cet atelier aussi, nous avons appris le leadership. Qu'est-ce qui doit être un meneur, surtout pour nous les cadres. Et nous avons surtout appris aussi la gestion axée sur le résultat, en définissant les objectifs, en définissant donc les résultats par rapport au moyens, l'efficience, l'efficacité, comment il faut harmoniser tout cela. La motivation y est, ajoute le commissaire Kassé, au terme de cette concertation de 4 jours sur le management et le changement de conduite des agents de la police, il leur reste à allier leurs connaissances sur la gestion des ressources humaines. Je pense que par rapport dans sa globalité, la réforme du secteur de sécurité permettra donc à nous, les cadres, de changer de comportement, de changer nos méthodes de travail, parce que nous avons bénéficié de cette formation qui peut quand même nous permettre de renforcer nos capacités opérationnelles sur le terrain. Depuis 2011, le président Condé a entrepris des réformes au sein du département de la sécurité. Son ministre Abdoul Kabele suit la dynamique et en juillet dernier, il a procédé à un remue-ménage dans son cabinet. Seul but, répondre aux préoccupations de la population guinéenne. Autre chose dans cette édition, célébration ce samedi en différé de la Journée mondiale du tourisme sous le thème Tourisme durable, un outil au service du développement. En Guinée, cette cérémonie a été délocalisée à Koya, une manière de démontrer le visage touristique de notre pays. C'est le ministre du Tourisme en compagnie de son homologue des Transports qui a présidé la cérémonie en présence des cadres de son département et ceux de la préfecture. Compte rendu Mariama Fodé Camara et Lamine Silla. C'est par la visite d'un étal en construction ainsi que certains sites touristiques que le ministre a commencé la célébration de la journée à Tambaya dans la préfecture de Koya. Nous sommes sur le site touristique Ningidoula. Pour la petite histoire, c'est ici que certains touristes venaient se laver dans les années 78. Une manière de montrer que le tourisme en Guinée est un fait évident. Nous avons même notre gorée en Guinée avec le fortin de Bokeh. En plus, nous avons les chimpanzés de Bossou, nous avons les crapauds vivipares. Nous avons les hautes montagnes de Fouta Jalon, où vous vous réveillez le matin,
Vous voyez les vallons et les vallées, les petites collines enveloppées dans les nuages, dans le brouillard, dans les brumes, et ça fait vraiment plaisir de vivre. Le thème choisi cette année est tourisme durable, un outil au service du développement. Une conférence débat a été animée afin de montrer la pertinence du thème. Lorsqu'on parle de tourisme durable, on cherche l'équilibre entre le social, l'environnemental et l'économique. Cela veut dire quoi? Il faut exploiter les ressources tout en protégeant l'environnement. Il faut exploiter les ressources tout en pensant aux générations à venir. Présent à la cérémonie, le ministre des Transports a lancé un appel à ses pairs pour appuyer le département du tourisme. Et je faisais un appel tout de suite à nos dirigeants, donc à nous-mêmes, d'apporter de l'appui à ce secteur que je trouve vraiment un secteur porteur de croissance. C'est un secteur, n'est-ce pas, qui est une véritable source de recettes. La Guinée offre aux personnes qui la visitent pour la première fois une forte envie d'y retourner. Les diversités physiques et ethniques font de ce pays la synthèse de l'Afrique occidentale, affirme le ministre Kerno Ousmane Diallo. Et puis, les jeunes de Matoto Bolonta demandent le retour de nouveaux transformateurs pour leur quartier. Cela fait 2 semaines que le quartier souffre du manque d'électricité dû à une panne provoquée par une forte tornade. Le quartier broie le noir depuis cette panne. Si rien n'est fait d'ici lundi, ces jeunes promettent de descendre dans la rue. Mohamed Valek Touré et Ibrahima Awal Kamara. Matoto Bolonta souffre du manque de courant depuis 2 semaines. Ce manque d'électricité est dû à une panne provoquée par une forte tornade causant des dégâts énormes. Depuis lors, aucune solution n'est envisagée par les responsables de la société pour rétablir le réseau. Le mercredi, on a reçu un message de l'EDZ. Ils ont dit que le transformateur a été détruit par le tonnerre. Maintenant, qu'il nous faut maintenant un nouveau transformateur. Vous comprenez? Hier, on a reçu encore un message. Maintenant, ils nous ont dit qu'ils ont reçu un nouveau transformateur. Mais que c'est aujourd'hui qu'ils viendront installer le transformateur. Les habitants de ce quartier veulent maintenir la pression sur les autorités pour réclamer le retour d'un nouveau transformateur. Depuis cette panne, les agressions sont fréquentes. Certains sont dépouillés de leurs biens par des bandits qui profitent de l'absence du courant. Les jeunes du quartier comptent manifester si tout n'est pas résolu d'ici lundi. On a dit d'envoyer le transformateur de lundi. Si on n'envoie pas le transformateur de lundi, nous on va aller se manifester. Nous sommes dans l'insécurité parce qu'il y a des attaques ici un peu partout. Donc juste ce que nous on demande, c'est le retour du transformateur pour avoir le courant d'ici le lundi. Ces derniers temps, plusieurs quartiers ont été secoués par des mouvements de protestation liés au manque de courant. Ces jeunes n'ont plus de voie de recours à part protester pour le retour du courant dans le quartier. En bref, et en image des murs par terre et des vies brisées, c'est le résumé de la journée du 25 septembre 2017 à Kassia, dans la ville de Kindia. Regardez ces images des voitures incendiées, des magasins vidés de leur contenu. Plus de 4 bâtiments sont détruits, fouillés jusqu'au dernier. Les victimes ne peuvent estimer les biens qu'ils ont perdus. Elles passent actuellement la nuit chez les voisins. Une affaire de disparition d'un père de famille et de sa fille est la seule explication de ces violences. Les jeunes du quartier Kassia, le chef du quartier, dit avoir tenté de calmer les proches du disparu, mais ceux-ci étaient impatients et ont donc décidé de se rendre dans la famille du présumé ravisseur. Mais ils n'étaient pas seuls, les jeunes se sont invités dans la danse de l'affaire a pris une autre tournure, comme vous le constatez sur ces images prises il y a 4 jours après les violences. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine et vous aurez plus de détails dans les prochains jours avec Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous, le programme continue sur Espace TV et passez un excellent week-end où que vous soyez. Au revoir.